Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se lance dans une sorte d'enquête. Une enquête sur l'identité d'une discipline qu'on croit tous connaître, la science politique. Mais au fond, est-ce qu'elle porte bien son nom? Voilà la grande question, celle qui va nous guider tout du long. Ça a l'air simple comme ça, mais vous allez voir, ça cache des débats absolument passionnants. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Et on commence tout de suite avec un premier indice, et pas des moindres, le nom lui-même. Science politique, eh bien il est loin de faire l'unanimité. C'est un peu comme si la discipline vivait, dès le départ, une sorte de crise d'identité. Et ce qui est assez fou, c'est que cette contestation, elle ne vient pas de l'extérieur, non. Ce sont des penseurs majeurs des sciences sociales, comme certains sociologues, qui disent « stop, ce n'est pas le bon terme ». Ils remettent en cause sa prétention à être une science à part entière. Ça pose tout de suite les enjeux, n'est-ce pas? On passe maintenant au deuxième gros morceau de notre enquête. Ici, le problème vient carrément du cœur du sujet. Le mot politique lui-même. C'est un vrai casse-tête, un mot aux 1000 facettes. On dit que c'est un terme saturé. Ça veut dire quoi? Eh bien qu'il est complètement surchargé de sens, de définitions, parfois contradictoires. Alors comment on fait pour étudier scientifiquement un objet dont la définition même est un champ de bataille? Et cette confusion, on la voit partout. Dans la vie de tous les jours, la politique, c'est soit un truc vulgaire, un peu sale, soit au contraire quelque chose de noble, un idéal. Et chez les spécialistes, c'est le même débat. Certains ont une vision restrictive, la politique c'est juste le gouvernement, les partis, et d'autres ont une vision extensive, pour qui au fond, tout est politique. Heureusement, pour y voir un peu plus clair, la langue française nous donne un indice super utile. Il y a le politique, qui est le concept, l'idée générale de réguler la société pour qu'on puisse vivre ensemble, et il y a la politique, qui est l'activité, la compétition, la lutte pour le pouvoir. C'est un seul mot, mais en fait, ce sont deux mondes bien différents. On arrive au troisième défi, et celui-là, il est de taille. C'est l'objet d'étude. Un chimiste, lui, il étudie des molécules qui se comportent toujours de la même façon. Le politologue, lui, son sujet, c'est la société humaine. Autant dire une cible qui n'arrête pas de bouger. Et là, la différence est juste énorme. D'un côté, les sciences exactes, avec un objet stable, des lois, des prédictions fiables. De l'autre, la science politique, qui doit analyser des sociétés complexes, des humains, des cultures qui évoluent sans cesse. Forcément, c'est beaucoup plus difficile de prévoir quoi que ce soit. Son objet est insaisissable par nature. Ok, donc si tout bouge, tout le temps, ça pose une question super importante. Comment est-ce qu'un simple fait de société, un truc de la vie de tous les jours, se transforme soudain en un grand enjeu politique? Eh bien, ce processus, ça a un nom, la politisation. En gros, ça se passe en plusieurs étapes. Au départ, on a un fait social, par exemple la pollution. Puis, des groupes, des associations commencent à mettre la pression pour que les politiques s'en occupent. Et hop, à la fin, ce fait social devient un véritable objet politique, dont on débat au Parlement. C'est un mouvement constant. Bon, maintenant, faisons un petit saut dans le passé. Parce que l'histoire de la science politique, ce n'est pas une histoire tranquille, c'est un vrai combat, une bataille pour pouvoir exister. Il faut s'imaginer que pendant très très longtemps, la science politique n'existait pas vraiment par elle-même. Elle était en quelque sorte colonisée par d'autres disciplines bien plus anciennes, comme la philosophie, le droit ou même l'histoire. C'était juste une petite branche de ces grands arbres. Alors, pour s'en sortir, pour devenir indépendante, elle a dû se battre. C'est un vrai combat intellectuel. Il a fallu qu'elle prouve qu'elle avait ses propres méthodes, sa propre manière de voir les choses et qu'elle n'était ni de la philosophie, ni de la morale, ni de l'économie. Il a fallu tracer ses propres frontières. Et tout ce combat pour l'indépendance nous ramène à une question essentielle, celle de l'objectivité. En chimie, une expérience donne le même résultat à Paris ou à Tokyo. En sciences sociales, les résultats peuvent changer selon le pays, la culture, l'époque. Le chercheur doit donc sans cesse faire attention à ne pas projeter ses propres opinions dans son analyse. On arrive maintenant au moment clé de notre enquête. Pour être reconnue comme une science, une discipline doit passer des tests. Elle doit cocher certaines cases très précises. En gros, il y a 3 grands critères, 3 obstacles à franchir. D'abord, il faut un consensus sur le nom. On a vu que c'était encore compliqué. Ensuite, il faut avoir un monopole sur certains sujets d'études, être la discipline de référence pour les étudier. Et enfin, il faut des institutions solides et reconnues, des revues scientifiques, des manuels, des labos de recherche. C'est un défi de tous les jours. Alors, au final, que penser de tout ça? Est-ce que cette bataille permanente pour être légitime, c'est une faiblesse? Ou est-ce qu'au contraire, c'est justement ça sa plus grande force? Une discipline qui se pose sans cesse des questions sur elle-même pour mieux comprendre un monde qui, lui, ne cesse de changer. Ça donne matière à réfléchir, non?